Aujourd'hui, je vous raconte le parcours criminel de Marcel Talon. Et moi, je vous raconte l'inquiétante disparition de Mathieu Koustra. Vous écoutez le balado Captive. Michel, aujourd'hui, un autre gros dossier qui a marqué le Québec. Il s'agit d'un personnage assez reconnu. Son nom a circulé beaucoup dans le milieu des années 90, spécialement lorsqu'il a publié en 1996 une autobiographie intitulée « Et que ça saute », publiée par les éditions Stanké. Livre que j'ai évidemment lu en entier pour me permettre de bien saisir qui est le personnage. OK. J'ai été bien étonnée d'apprendre au fil de mes recherches que ce même livre va lui jouer un bien mauvais tour quelques années après sa sortie. Intriguant. Alors aujourd'hui, je vais te raconter le parcours criminel de Marcel Talon. Je te ramène en 1940, année de naissance de Marcel Talon. Jusqu'à ses 10 ans, il a une enfance, disons, bien normale, là, entre guillemets, du moins pour l'époque. C'est-à-dire une mère présente à la maison, plus permissive, mais avec un père plus sévère, là, de qui il va recevoir une coupe de volée de temps en temps en guise de punition. Bon, l'ancien temps, comme on dit. Ceci dit, Marcel était effectivement un petit garnement, là, assez tannant pour se démarquer, mettons. Sa fougue va malheureusement faire en sorte que sa vie de petit gars de 10 ans va changer le jour où, après s'être confessé au curé à la messe d'avoir volé des cossins cheap qui servaient de prix de présence au bingo de la paroisse, là, ben, il va être dénoncé à la police par le curé lui-même. Puis, il va être condamné à un séjour de 2 ans dans une maison de redressement. Oui, où, sans surprise, malheureusement, les pensionnaires se faisaient battre allègrement par les frères en guise de punition, au dire de Marcel. Trahi par le curé. C'est pendant ces années-là, pendant lesquelles il va notamment essayer de s'enfuir à plusieurs reprises de la maison de redressement, puis toujours sans succès, malheureusement, qu'il va prendre tranquillement le chemin de la délinquance. Assez qu'en raison de ses nombreuses tentatives d'évasion puis des punitions corporelles à répétition, qui ne semblaient pas régler son problème d'opposition, là, il va être amené devant un tribunal où le juge va exiger qu'il purge une peine d'1 mois dans une prison commune, donc aux côtés de vrais criminels adultes. Il va y passer 26 longs jours à 14 ans, Michel. Comme il l'a décrit lui-même dans sa biographie, il va devenir, comme on le dit dans le langage carcéral, le serin, celui qui va carrément servir d'objet sexuel aux criminels frustrés de la place. Ouais. Puis, à partir de ce moment-là, il va, pour le restant de ses jours, maudire le juge qui va avoir pris la décision de l'envoyer là. Puis, je te dirais même que sa haine va prendre des proportions qui vont aller bien au-delà du juge seulement, mais qui va plutôt s'attendre à tout ce qui représente les figures d'autorité, de justice puis de pouvoir dans la société. Je comprends. Marcel Talon, là, c'est une bombe à retardement. Du moins, il va bientôt devenir un expert en la matière. Mais avant ça, il va se magasiner des petits séjours en prison. En 1958, entre autres, à seulement 18 ans, il va devoir passer 2 ans à la prison de Saint-Vincent-de-Paul pour un vol de voiture. Encore une fois, il va devenir rapidement le serin. Mais pas pour longtemps. Il va décider, suite à des conseils de d'autres détenus, de prendre sa place, de devenir un homme. Donc, à partir de ce moment-là, il va se défendre, puis faire en sorte que plus personne ne le touche, puis ce, pendant ses nombreux allers-retours en prison entre 1960 et 1967. Bon, pour différents délits relativement mineurs, je dirais, là, principalement des vols de voitures, mais aussi à cause d'une évasion en 1963, au moment de laquelle il a été capable, Michel, de sortir de l'établissement déguisé en gardien de prison, quand même. Le classique. Bon, il a été repris au bout de 2 mois, mais je trouvais que c'était assez habile comme coup, somme toute. Ceci dit, au printemps 1968, il s'est pas tant assagi malgré ses séjours en prison. Il va maintenir des relations très douteuses à l'extérieur, puis continuer ses activités pas très nettes. Il va avoir accumulé beaucoup de rage dans les dernières décennies, ce qui va mener Marcel à poser un geste qui va changer le cours de sa vie, en date du 7 mai 1968. De la façon qu'il décrit la scène dans son livre, là, je trouve qu'il amène la question avec une approche très défensive, un peu comme s'il se disait la victime. Victime d'avoir été insulté et agacé par un personnage excentrique de l'époque, un homosexuel bien connu à ce moment-là dans le milieu criminel.
Là, tu dois dire pourquoi je précise le fait qu'il soit homosexuel. C'est effectivement une information qui est assez banale, là. Mais il explique qu'à sa sortie de prison, il a développé, puis c'est pas chose rare apparemment de la part des ex-détenus, une réelle intolérance envers les homosexuels en raison de certains individus qui lui ont fait subir des violences sexuelles dans ses débuts en prison. Donc, de se faire insulter par un homosexuel extravagant, extraverti, mettons, là, ça l'a fait carrément virer sur le top. Assez pour lui tirer dessus, Michel, là, à 4 reprises, là, bang, 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 bang. Je sais pas par quel miracle, mais ça le tuera pas, puis il va survivre. Mais Marcel va rapidement être accusé de tentative de meurtre. Sans s'y attendre, sa vie va prendre une toute autre direction, puis il va être condamné à la prison à perpétuité. Son parcours aurait pu s'arrêter là. Il y a toujours un espoir qu'un détenu puisse se reprendre en main. Moi, je crois beaucoup à la réhabilitation. Marcel, à la base, n'était pas un homme violent. Oui, il avait de la rage au cœur pour plusieurs raisons évidentes, puis certains choix de vie suite à cet événement-là vont faire en sorte que, malheureusement, son parcours criminel est loin d'être fini. Marcel va faire un 10 ans ferme en prison avant de pouvoir bénéficier d'une libération conditionnelle. Pendant sa peine, il va décider de prendre des cours d'électronique par correspondance. Il va vraiment y trouver son compte dans le domaine électronique, puis Michel, il va être vraiment doué. Jumelé à ça, il va aussi apprendre des rudiments des engins explosifs, notamment par le biais de ses compagnons détenus, soit des ex-membres du FLQ, soit le Front de libération du Québec. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas le FLQ, c'est grosso modo un mouvement qui a sévi au Québec à la fin des années 60, début 70 principalement, puis qui regroupait différents individus qui militaient contre l'exploitation des Canadiens français. Bref, il y en avait des plus extrémistes que d'autres, dont ceux qui s'y connaissaient très bien en explosifs. C'est en 1978 que Marcel va sortir de prison. Il va chercher du travail dans le domaine électronique. Son intention est de se reprendre en main. Il y a une femme dans sa vie avec qui il va se marier plus tard, puis ils seront parents de 3 enfants. Il va réussir à devenir technicien électronique dans un petit atelier un peu miteux à Montréal. Il va travailler dur sur différents contrats de réparation électronique, mais il fera pas trop la pièce, mettons. Mais un gars comme Talon, là, ça a bien de la misère à travailler pour un petit pain. Ça le ramène vite à son désir de faire des escroqueries, puis avec son nouveau bagage en explosifs, il est en mesure de se faire donner des contrats, disons, assez payants. Comme celui d'aller installer une bombe dans une Cadillac en guise de règlement de compte d'un criminel au nom d'un autre ami pas très net. Bombe qu'il va installer sous le siège du conducteur et reliée au fusible via un détonateur. Donc, bombe qui sera déclenchée dès le démarrage de la voiture. Comme de fait, le coup va fonctionner à la perfection, puis ça va tuer le propriétaire de la voiture sur le coup. Victime qui était finalement le voisin de la cible, Michel. Un père de 7 enfants avec une vie bien rangée. Talon, il a posé sa bombe dans la mauvaise voiture, ce qui a finalement tué un innocent. Bien évidemment, Talon va vivre dans le remords, dans le regret pour le reste de sa vie. Sans vouloir minimiser son geste, il faut comprendre que Marcel Talon, c'est pas un psychopathe. Il prend pas de plaisir à tuer du monde. Il s'en prend généralement à des bandits, à des criminels, et non au pauvre monde, comme il dit lui-même. Ce meurtre-là, il en reparlera jamais à ses proches. Quelque temps plus tard, il va finir par racheter la business électronique pour laquelle il travaillait avec un prêt d'argent qu'il a fait auprès d'un Shylock. Bon, c'est quoi un Shylock? Là? C'est un terme utilisé dans le monde criminel pour l'individu qui prête de l'argent, mais à un taux d'intérêt vraiment ridicule. Là. Comme dans le cas de Marcel, c'est un prêt de 20 000 $ à un taux de 156 %. Ça n'a pas de bon sens. Tu t'imagines donc que ça devient un pas pire défi à rembourser, là? Surtout que si tu payes pas, là, tu risques de subir vraiment des conséquences assez tragiques, merci, là. Donc, au bout de 6 mois, à pas être en mesure de faire le moindre profit avec sa petite compagnie, il va y aller avec un premier projet de cambriolage avec lequel il va être capable d'empocher quand même 55 000 $ qui va être dérobé à partir d'un petit coffre-fort d'un magasin Canadian Tire. Yes, Seigneur. Oui, puis ça va l'aider à payer une portion de ses dettes. Mais bon, c'était pas assez pour partir à neuf, donc il va envisager d'autres coups qui, malheureusement, auront pour conséquence de le renvoyer en prison par période d'1 an. Il va encore une fois faire des allers-retours en dedans sur quelques années. On arrive en 1986. On est loin de l'accalmie au niveau du parcours criminel de Marcel. Au moment d'une sortie temporaire de 3 jours de prison, il en a profité pour exécuter un contrat qui annulerait une dette de drogue de 5 000 $. Marcel consommait beaucoup de cocaïne.
Le contrat visait un directeur d'une succursale de banque qui était l'amant de la femme d'un de ses compagnons de prison. Mon Dieu. Pas besoin de dire que pour Marcel, s'en prendre à une figure du système comme un directeur de banque, c'était pas un problème. Pour lui, c'est des bandits à cravate. Donc, comme prévu, il a pu accéder au garage et à la voiture de la cible. Cette fois-ci, il n'y avait pas d'erreur sur la personne. Un deuxième meurtre teinte la longue liste de crimes de Marcel Talon. Pendant une sortie de prison? Une sortie de 3 jours. Oui. Jusqu'en 1990, Marcel va devenir un arnaqueur professionnel qui va lui permettre, tiens-toi bien, de mettre la main sur environ 30 000 $ par mois, avec lesquels il va s'acheter, entre autres, de la drogue, la cocaïne, à profusion. Écoute ça, il se faisait passer pour un faux représentant d'un grossiste quelconque qui vend du surplus de matériel non réclamé de tout genre qui se trouve dans des containers au port de Montréal. Donc, il contacte des petites compagnies, exemple une compagnie de transport, puis il réussit à leur vendre, par exemple, un lot de moteurs neufs de camions au coût de 6 000 $ chacun, en disant que ça vaut normalement 27 000 $ chacun. C'est du vrai n'importe quoi, là, il connaît rien là-dedans. Donc, le client, évidemment, finissait par se laisser tenter par l'offre. Une fois le faux contrat rempli, Marcel faisait venir l'acheteur directement au port. Il recevait le paiement cash sur place, puis ensuite, il les envoyait récupérer leurs marchandises en disant « Va voir Jean-Guy, là, au hangar numéro 8 ». Sauf que les clients, en arrivant là-bas pour récupérer leur matériel, il n'y avait aucun Jean-Guy. Il n'y avait même pas d'hangar numéro 8. Bref, personne n'était au courant de rien. Mon Dieu. L'acheteur se rendait compte bien assez vite qu'il venait de se faire avoir. Puis là, vu que c'est des transactions plus ou moins légales au départ, les gens portaient pas plainte à la police. Donc, notre beau Marcel partait dans brume avec l'argent. Mais pour Talon, là, on sait c'est jamais assez. Il n'y a jamais assez d'argent au bout du compte. Donc, en 1990, il va se faire contacter par un ami rencontré en prison, Gilles Pinsonneau, qui surnomme Sourire. Un criminel, un dealer de cocaïne qui a des contacts très importants, notamment chez Secure, qui s'appelait anciennement la Brinks. C'est la compagnie qui transporte l'argent par camion blindé ou même par avion. Ce contact-là, justement, connaissait les détails des avions qui transitaient par l'aéroport d'Orval à Montréal. Donc, l'horaire des arrivées, l'endroit précis, mais surtout le montant d'argent et le nombre de lingots d'or à bord des avions. Sache que chaque lingot valait autour de 300 000 $, puis le voyage comptait un minimum de 15 lingots d'or. Fais le calcul, là, on n'est pas loin du 5 millions juste en lingots d'or. La valeur totale du contenu à bord d'un avion pouvait tourner autour de 16 millions. C'est un coût là, salement payant, on va se le dire. Ouais. Mais encore faut-il réussir à le faire. Marcel y a été impliqué pour jouer un rôle très précis qui misait sur son expérience en électronique, mais surtout sur ses connaissances des explosifs. Pourquoi? Pour s'assurer qu'il y ait le moins de violence et blessures possible. C'est un peu weird, tu vas me dire, là, en effet, mais faut comprendre que Marcel était tellement habile dans la confection des bombes qu'il était capable de savoir exactement la quantité et le type d'explosif que ça prenait pour tel ou tel dispositif pour, par exemple, faire sauter une porte d'entrepôt ou une portière de voiture sans trop de dégâts, mais surtout sans blesser les gens autour. Marcel avait assez d'habileté pour contrôler ça à la perfection. Fait intéressant que j'ai appris d'ailleurs, Michel, si jamais l'envie te prenait de fabriquer une bombe, sache que la dynamite n'est absolument pas idéale, puisque si elle a été moindrement mal entreposée ou si elle a pogné l'humidité, ça devient beaucoup trop instable puis imprévisible. Laisse-moi noter ça. Marcel, lui, il tenait à ce que la job soit clean. Donc, il utilisait de la gélatine Giant, comme il l'appelle. Puis ça, c'est un explosif qui est hyper précis en fonction de la quantité utilisée, puis qui réagit en une microseconde suite à la détonation. Bref, c'est niaiseux à dire, là, mais c'était plus sécuritaire d'utiliser la gélatine Giant. C'était son explosif fétiche, surtout pour le type de contrat qu'on lui donnait. Donc, le plan... Créer une diversion à l'aide d'une explosion pour permettre de vider l'avion de la Brinks après son atterrissage, juste avant que le contenu soit transféré dans un camion blindé. C'est donc dans la nuit du 1er décembre 1990 qu'il va y avoir une explosion majeure au bureau de la GRC à l'aéroport d'Orval. Il n'y a aucun blessé, mais ça a pété fort.
Le coup est en branle, Michel. Il y a un camion de vidange conduit par un des complices qui va rouler à pleine vitesse puis qui va défoncer la clôture Frost pour se rendre sur la piste. Puis il va ensuite percuter le camion blindé qui se rendait vers l'avion. Pendant ce temps-là, une caravane grise avec à son bord Marcel et 2 autres complices vont se rendre à l'avion puis ils vont réussir à entrer dedans. Marcel va pointer sa mitraillette vers le pilote et le copilote pendant que les 2 autres vident la carlingue le plus vite possible. Le temps est compté. Ils n'ont pas plus que 3 minutes devant eux. Une fois le temps écoulé, ils vont quitter rapidement. Ils ne seront pas partis avec l'entièreté du contenu, mais leur butin se compose de 14 lingots, 4 millions en titres au porteur, 7 millions en obligations non négociables, 3 000 $ en liquide et quelques bijoux. Ils vont aller cacher leur magot dans un Winnebago, stationné pas loin, puis ils vont se disperser dans la nuit. Mais voyons donc. En première page de la presse, le matin du 2 décembre 90, audacieux vol de 16 millions à Dorval. On parle du vol dans tous les médias. On peut même y lire qu'il s'agit d'un nouveau chapitre dans l'histoire des plus grands vols commis au Canada. On décrit les voleurs comme des vrais professionnels qui étaient bien préparés. Bref, nos bandits là, vont avoir réussi leur projet. Marcel va toucher sa part du butin, soit 2 lingots d'or, d'une valeur de 600 000 $ au total. Cet argent-là va être utilisé pour payer ses dettes, pour sa consommation de cocaïne, et Michel pour payer les dépenses reliées à la planification du prochain coup. Je comprends, mais des lingots d'or, là, tu changes ça où, là? Alors, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a réussi à les couper. Il explique rapidement dans le livre de quelle manière, quel outil qu'il a utilisé. Donc, il va les couper. Puis c'est pas avec des gens bien nets, là. On va se le dire. Là. Il allait échanger ça avec des gens du crime. Là. On va lui donner qu'il y a une très grande débrouillardise. Mais en! Tabarnouche! Mais en! Je veux pas l'être, mais je suis quand même impressionnée. Moi, oui! Hey! Non, c'était bien organisé, là. Je veux dire, on n'encourage pas les bandits, mais on peut leur donner que c'est un bon coup, là. Quand même, c'est impressionnant, Ouais. tu sais. Si tu penses que le vol de l'avion de la Bringue, c'était quelque chose, ben attache ta tuque. Leur prochaine idée est directement sortie d'Hollywood. D'ailleurs, savais-tu que le personnage de Marcel Talon est au cœur d'un film québécois? Non? Un film inspiré de son autobiographie que j'ai nommée au début. Tu te rappelles peut-être, en 2004, de la sortie du film Le Dernier Tunnel, où Michel Côté interprète le rôle de Marcel Talon. Ouais. Oui, ça me dit quelque chose. Un film assez rocambolesque, là, qui s'attend en fait à une très courte séquence de la vie de Marcel. Bon, pour des raisons de divertissement puis pour rejoindre un certain public, on est loin d'une adaptation qui reflète la réalité, là, de par la séquence des événements qui n'est pas la même. Il y a aussi des personnages fictifs. Bref, moi, je vais te raconter les vrais faits qui se sont passés en 1993 et qui ont inspiré le film Le Dernier Tunnel. Il va planifier ce coup-là, encore une fois, avec son complice, qui se surnomme Sourire. D'ailleurs, dans le film, on retrouve le personnage Smiley en clin d'œil. C'est un coup qu'ils vont commencer à planifier 1 an d'avance. Ils vont dépenser plus de 100 000 $ pour orchestrer tout ça. Puis pendant plus de 4 mois, à partir de l'hiver 1993, ils vont quotidiennement descendre dans une vieille portion abandonnée des égouts de Montréal qui date de 1877, située sous la rue Saint-Antoine dans le Vieux-Montréal. Le but étant de creuser un tunnel à partir des égouts jusqu'au mur de la Banque de Montréal, derrière lequel se trouvait la Money Room, là où l'argent était compté et qui pouvait contenir, tiens-toi bien, jusqu'à 200 millions de $. Mais là, entends-moi bien, Michel, c'est pas une mince affaire. Ils ont creusé un tunnel long de plus de 12 mètres, soit environ 40 pieds, soutenu avec des poteaux de soutien d'une largeur et hauteur d'1,5 mètre. Donc, ils pouvaient aisément être debout. Le tunnel avait un système de ventilation, d'éclairage, puis un système de communication pour parler avec leurs complices qui les attendaient à l'extérieur. Complices qui les attendaient dans un camion qui avait l'air, en fait, d'un camion de travailleurs de la ville, mais qui avait été modifié au niveau du plancher pour permettre de stationner le camion au-dessus d'une bouche d'égout pour faire descendre le matériel et les hommes de l'intérieur du camion. Puis en plus, le camion était stationné toujours au même endroit, soit à quelques mètres seulement d'un poste de police. Ah! Oui, pour éviter tout soupçon. Est-ce que la police aurait vraiment pensé aller Mais non. investiguer sur le camion de la ville? Tu sais, c'est wise. Je suis sans mots. Oui, c'est incroyable. Ça n'a pas d'allure. Quand je parle de matériel, en plus de tout ce qu'ils ont utilisé pour construire le tunnel, on ajoute des zodiacs, là,
les canaux pneumatiques, pour pouvoir naviguer dans les égouts sur une distance d'environ 2 km, c'est entre l'endroit où le camion est stationné et où le tunnel a été creusé. Ils ont transporté des bonbonnes d'oxygène, d'acétylène, des panneaux de contreplaqué, du bois de construction, une panoplie d'outils, puis même une brouette de chantier, Michel. Ils sont vraiment bien équipés. Un environnement de travail dégueulasse, Michel, par exemple, dans l'odeur de mort des vieilles canalisations. Le but ultime, une fois arrivé à la paroi du bâtiment de la banque, il devait défoncer le béton sur une profondeur d'environ 50 cm pour laisser une dizaine de centimètres d'épaisseur qui allait pouvoir être défoncé à coups de masse le jour du vol. Je t'explique. Le jour du vol, des hommes armés d'une mitraillette entrent dans la banque, installent des bombes à différents endroits pour empêcher qu'on sorte ou qu'on entre dans la banque. Prise d'otages, négociation avec la police qui est mobilisée, déploiement de l'escouade tactique, de l'escouade anti-bombe, bref, la grosse affaire. Mais tout ça n'est qu'une simple diversion, Michel, parce que pendant ce temps-là, le mur de la Money Room se fait défoncer et l'argent se fait sortir de la banque par les égouts. Personne à l'extérieur se doute de ce qui se passe sous la terre. Les bandits finissent donc par s'enfuir, ni vus ni connus par le tunnel, puis le temps que les autorités s'en aperçoivent, Marcel et sa gang sont rendus déjà loin. Plus hollywoodien que ça comme plan, là, tu meurs. Ben Michel, crois-le ou non, à quelques jours de mettre leur plan à exécution, la nature va en décider autrement. Un beau matin d'avril, en plein dégel printanier, le sol au-dessus du tunnel fraîchement creusé devient instable, puis au moment où un travailleur de la ville percute malencontreusement un petit arbre avec son véhicule, ben l'arbre, il va renfoncer dans le sol pour aboutir dans le tunnel. Non! Imagine. En voyant le sol s'affaisser, la gang a pris la décision de quitter les lieux. Ils ont même abandonné une grosse partie du matériel sur place, là, sur lequel la police va éventuellement mettre la main. Pas besoin de dire que c'est la stupéfaction dans les médias le matin du 6 avril quand le tunnel a été découvert. Les autorités n'arriveront pas à trouver les malfaiteurs. On dit d'eux dans le journal que ce sont des criminels d'expérience qui sont hyper bien organisés et surtout très ambitieux. C'est du jamais vu. Marcel et ses complices vont rester cachés quelque temps. Ils sont restés sur leur faim, mettons, là. Alors, c'est pas long qu'ils vont orchestrer un autre coup payant qui implique encore une fois le vol du contenu d'un camion blindé sécure avec à son bord plus de 45 millions de dollars. On est loin du 200 millions, mais quand même, ça se prend bien. On retrouve le même modus operandi, des bombes en guise de diversion pour permettre au clan de faire le vol sans se faire repérer. Le 8 juillet 1993, 2 bombes vont exploser en simultané à Ville-Saint-Laurent. Une dans un centre commercial, puis une deuxième dans une pharmacie pas loin. Aucun blessé, juste un peu de grabuge, assez pour déployer bon nombre de policiers. Pendant ce temps-là, les voleurs réussissent à prendre un camion blindé puis à l'amener dans un endroit isolé près de l'aéroport d'Orval où ils vont faire exploser une bombe pour permettre l'ouverture des portes arrière pour ensuite vider le contenu. Le plan fonctionne, ils sont en train de transférer l'argent quand, tout d'un coup, 2 policiers, out of nowhere, sont apparus. Policiers qui somnolaient tout bonnement dans leur voiture de police à quelques mètres de leur cachette et qui se sont fait réveiller par la détonation. Arrête. Michel, ils étaient là par hasard. Et je trouve ça très cocasse parce que les 2 policiers vont éventuellement recevoir une médaille d'honneur pour avoir empêché le vol de 45 millions de dollars. C'est une sieste. Ils dormaient, Michel! Les grands policiers courageux! 2 des complices sont arrêtés sur le coup. Les 3 autres prennent la fuite, dont Marcel Talon. Pendant des heures, il va se cacher dans les égouts, à l'abri des hélicoptères et des chiens pisteurs. Il va finalement être capable de retourner chez lui, puis il va prendre la fuite pour aller se cacher chez un ami à Saint-Jean. Quelques jours plus tard, ce même ami va lui offrir un bon montant d'argent en échange d'un contrat. Celui d'aller installer une bombe dans un gymnase à Cornwall, en Ontario, pour détruire l'endroit afin de se venger du propriétaire. Ce que Marcel va faire. L'enquête, suite à l'explosion, va directement mener les policiers chez l'ami en question où Marcel Talon a tout laissé les indices pour l'incriminer. Il va être arrêté et, étonnamment, il va tout déballer aux policiers.
Il va prendre la décision de collaborer avec la police, puis il va raconter en détail le vol du camion Sécure, puis même dénoncer les 2 autres complices. 2 hommes bien connus du milieu criminel, Normand Riopelle et Gilles Pinsonneau, sourire. Sur YouTube, je suis tombée sur l'émission de Canal D Dossier Justice qui raconte l'histoire de Marcel Talon et j'ai appris que dans les années 80, les délateurs deviennent en quelque sorte l'arme principale des autorités pour lutter contre le crime organisé. Promettre à un criminel une sentence plus légère, par exemple, s'il admet ses crimes et qu'il dénonce ses complices. C'est au début des années 90 qu'un cadre plus précis va être mis en place. On voit apparaître le phénomène des témoins repentis. Donc, dorénavant, on officialise la démarche via des procédures strictes, un contrat, en fait, entre le délateur et les représentants de la sécurité publique et de la justice. C'est un contrat béton, là, une démarche formelle, et c'est ce par quoi va passer Marcel Talon. Dans son cas, on va lui promettre une sentence de 7 ans de prison seulement en échange de la liste de tous ses crimes commis et des noms de ses complices. Mais attention, si on apprend plus tard que des crimes n'ont pas été listés dans le contrat, ça peut rendre le contrat nul et faire en sorte qu'il soit accusé plus tard. Talon va transmettre la longue liste de tous ses crimes, sauf les 2 meurtres. Ceux de 1978 et de 1986, de peur d'être perçu comme un assassin aux yeux de ses enfants, selon ses dires. L'enquête préliminaire pour le procès de ces 2 complices dénoncés va avoir lieu à la mi-juillet 1994. Les avocats de la défense de ces 2 complices vont tout faire pour déstabiliser Talon, qui est le témoin principal d'ailleurs, là, puis ils vont essayer de tout faire pour qu'il se contredise pendant son témoignage. Mais Talon, là, il se laisse pas intimider. Il est solide, il est sûr de lui. Il a réponse à tout. Il se gêne pas pour se décrire comme une victime du système en racontant sa jeunesse difficile qui a fait en sorte qu'il est devenu un criminel. Mais ce que Marcel sait pas, là, c'est que ses 2 complices, eux, sont très au courant des 2 meurtres qu'il a commis dans sa carrière, puis ce sera pas long que les avocats de la défense vont essayer de le discréditer. Ils vont vouloir remettre sa parole en doute en prouvant qu'il n'a pas tenu son engagement auprès de l'État au moment de signer son contrat de témoin repenti. Est-ce que le procureur va maintenir l'immunité de Marcel Talon malgré le fait qu'il a menti? Bien oui, Michel. Il va rester le témoin principal dans l'enquête préliminaire, puis l'aveu de ces 2 meurtres ne nuiront pas à son témoignage. Le juge va donc estimer que la preuve est assez complète pour aller en procès. À ton avis, là, c'est quoi l'opinion publique à ce moment-là, tu sais? Bien là, franchement, c'est sûr que si les 2 meurtres restent impunis, c'est vraiment une drôle d'image là, qu'on envoie. Là. Pourquoi donner l'immunité à un meurtrier pour condamner des voleurs? Ouais, c'est bizarre. C'est gros, là. Puis en plus, Michel, là, ce qui va sortir au même moment dans les journaux, c'est l'histoire du frère de Marcel Talon, un monsieur Pierre Talon, qui a participé, écoute ça, à un vol de camion postal qui contenait 1,2 million de dollars dans les années 60, puis qui a été arrêté et qui est aussi devenu un délateur. Ben voyons. Oui, c'est de famille. Sauf qu'à cette époque-là, t'avais pas la protection d'aujourd'hui pour les témoins repentis. Donc, Pierre a dû aller se cacher aux États-Unis. Puis, malheureusement, sa femme, une maman de 2 enfants, s'est fait assassiner, possiblement en guise de règlement de compte. Donc, pour revenir à Marcel, en juin 1995, ses 2 complices vont être reconnus coupables par le jury et condamnés à 18 ans de prison. Marcel Talon, lui, il va obtenir sa libération conditionnelle pas longtemps après. C'est lui qui va avoir l'idée d'écrire son autobiographie, puis il va le faire avec l'aide de Jean-Louis Morgan en 1996. À ce moment-là, Talon va recevoir une certaine notoriété. Il va devenir célèbre en quelque sorte. Il va donner des entrevues ici et là, puis même à Christiane Charette, notamment. On l'aime. Mais là, à peu près à la même période, une dame, Madame Lynn Quintal, fille de l'une des 2 victimes assassinées par Marcel Talon, va briser le silence. On va lire en gros titre sur le Journal de Montréal « Marcel a tué mon père ». Bien, Michel, cette sortie publique-là va finalement amener la police de Montréal à rouvrir l'enquête sur les 2 meurtres commis par Talon. Puis non seulement ils vont rouvrir l'enquête, mais ils vont être en mesure de soumettre le dossier à un procureur de la Couronne qui, à la lumière des informations fournies par la police, va décider de porter des accusations formelles de meurtre prémédité pour les 2 meurtres encore impunis à ce jour. Quand je te disais en intro là, que son livre allait lui jouer un bien mauvais tour...
Les démarches ont été rapides parce que c'est en novembre 2004 que Talon va être appelé à comparaître pour l'enquête préliminaire. Il purgeait déjà une courte sentence pour fraude à la prison de la Macazelle. Encore? Oui, il n'a pas perdu de temps. Mais là, ses avocats vont plaider l'injustice concernant le dossier de Talon. Leur point étant que l'État ne peut pas s'être servi de Marcel Talon comme témoin collaborateur puis lui avoir donné l'immunité pour ensuite changer d'idée 10 ans plus tard pour l'accuser de meurtre en n'ayant aucune nouvelle preuve à l'appui dans le fond. C'est délicat, hein? Parce qu'en effet, le procureur à l'époque, là, il avait pris la décision de ne pas annuler son contrat malgré le fait qu'il avait menti. Il avait décidé de le garder comme témoin principal pour faire accuser les 2 complices. Donc, les aveux qu'il a faits en salle de cour 10 ans avant ne pouvaient pas être tenus contre lui à ce moment-là. Mais quel cafouillage! Mais-en. C'est le 2 mai 2005 que la juge Sophie Bourque va ordonner l'arrêt des procédures contre Marcel Talon. À ses dires, juger Talon pour ces 2 meurtres affecterait l'intégrité du système judiciaire. On lui avait promis l'immunité en toute connaissance de cause au moment de son témoignage en 1994. C'est la parole de l'État. Point final. Je comprends quand même. Après tout ce branle-bas de combat-là, Marcel Talon va retrouver sa liberté à l'automne 2006. Des accusations de parjure vont peser contre lui quelques années plus tard, mais il va être officiellement acquitté en 2011 en raison du trop long délai entre son témoignage de 1994 et celui de 2005. C'est drôle, hein, mais tout au long de ma rédaction, puis même encore aujourd'hui, je suis très mélangée dans mes sentiments envers Marcel Talon. Ouais. J'ai un mix d'attachement puis de pitié envers lui par le passé tragique qu'il a eu, puis je suis comme aussi fascinée par la qualité puis l'ambition de ses coups de maître. Mais je ressens aussi une colère, une frustration face à son trop grand détachement en lien avec les 2 meurtres impunis, puis face à tous ses autres crimes aussi. Je dis pas qu'il n'y a pas de remords puis qu'il est totalement insensible. En fait, j'en sais rien. Mais il a toujours bien fait un 2e meurtre après le premier. Ouais. Depuis les 10 dernières années, il semble que Marcel Talon se soit fait un peu plus discret. Aujourd'hui, en 2022, il doit avoir autour de 82 ans. J'ose croire qu'il s'est enfin assagi, puis qu'avec les dernières années, il a réalisé que son parcours criminel était peut-être pas la meilleure solution pour venger celui qui a volé son innocence de jeune garçon de 14 ans. Mais surtout, pour le bien des familles touchées, j'espère qu'il reconnaît pleinement aujourd'hui la douleur que ces mauvais choix ont pu laisser dans le souvenir de ces 2 victimes lâchement assassinées. Pour l'épisode d'aujourd'hui, Annie, je te rapporte un cas assez différent des autres. Même que j'ai presque eu l'impression de faire du travail d'enquête pendant cette recherche-là. Ouais. Ben de un, parce qu'il n'y a vraiment pas grand-chose comme information disponible, mais aussi parce que j'ai suivi quelques pistes de mon propre chef, puis disons que j'ai fouillé pas mal plus loin que d'habitude. Ouais, les fameux rabbit holes là, qui m'ont aspiré probablement pas mal plus loin qu'où j'avais besoin d'aller, en fait. Aussi, pour la première fois, Annie, je me suis demandé si c'était prudent de ma part de parler de ce dossier-là. Oh! Ouais. Ben là, arrête, là. C'est vraiment la première fois que ce genre de pensée-là m'a même traversé l'esprit, puis j'étais bien mal à l'aise de ça, pour vrai, là. Tu sais, c'est sûr que dans les cas de dispersion irrésolue, là, les chances pour que ce soit des enlèvements extraterrestres sont plutôt minces, là, on s'entend, hein? Je suis bien consciente là, que dans la plupart des dossiers, la conclusion est criminelle, fort probablement, là. Des meurtres, des enlèvements, bon, il y aura peut-être quelques résolutions qui vont démontrer un accident à la fin, mais toi puis moi, on n'est pas naïfs, là. C'est sous-entendu qu'on parle de crimes quand on parle de dispersion irrésolue. Des crimes impliquant des agresseurs toujours au large, dans le fond. Vrai. Ceci dit, jamais avant j'ai eu la moindre hésitation à soulever un cas, même si je suis consciente que ça implique un crime. Mais là, avec le cas d'aujourd'hui, j'ai eu un petit frisson qui m'a parcouru la colonne vertébrale, disons. Tu vas comprendre pourquoi je te dis ça au fil de l'histoire. Ceci dit, c'est pas parce qu'une disparition semble plus criminelle qu'une autre qu'il faut la passer sous silence. Ces gens-là là, qu'on cherche, ils sont aussi des pères, des mères, des enfants, des sœurs, des frères. Et c'est pas moins douloureux pour la famille puis les proches de perdre quelqu'un sans savoir, peu importe les circonstances. Alors, Annie, je te promets de ne jamais laisser ça de côté quand je vais étudier mes cas futurs. Je commence ça aujourd'hui en te racontant la délicate histoire qui entoure la disparition de Matthew Koustra.
En septembre 2014, Matthew Koustra, c'est un sympathique gars qui vient tout juste de fêter ses 27 ans. 5 pieds 8, cheveux châtains, yeux verts. Il a le visage du gars d'à côté. Tu trouves pas, Annie? Regarde. Un air gentil, les yeux rieurs, inoffensif. Un bon voisin, genre. Oui. Il habite dans le quartier Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, à Montréal, avec son amoureuse Sarah et leur petite fille de 3 ans. Matthew, que tout le monde surnomme Cos à cause de Koustra, a l'air d'une personne vraiment très appréciée de son entourage. Comme je te disais, Annie, il y a vraiment pas grand-chose à son sujet dans la presse. Mais j'ai fouillé plusieurs sources alternatives, dont la page Facebook en son hommage, tenue par sa maman, une femme dévouée du nom de Janice Cronin Koustra. Inutile de te dire que j'y ai passé des heures à regarder chaque photo, à lire chaque publication. C'est un exercice à la fois vraiment triste, mais fascinant, là, qui m'a permis d'apprendre ou déduire, en tout cas, pas mal d'informations à propos de Matthew et de son quotidien. J'ai pu voir, par exemple, qu'il avait l'air d'avoir beaucoup d'amis, qui jouaient au hockey, qui travaillaient dans la construction, mais aussi qu'il avait l'air d'un tout jeune papa absolument fou de sa fille. Il y a énormément de photos et de vidéos qui les montrent tous les deux. Puis personnellement, là, moi qui ai une petite fille de 5 ans qui est elle-même folle de son père, je ne peux pas te dire à quel point ça m'a émue de voir tout ça en connaissant la suite de l'histoire. Bref, Matthew semble avoir une vie bien rangée et tout ce qu'il y a de plus normal. C'est ce qu'on comprend du moins de cette page Facebook. Pourtant, le soir du 4 septembre 2014, la vie de tous ces gens que j'ai pu lire ou apercevoir sur cette page Facebook-là va être bouleversée à jamais. Ce soir-là, le soir du 4 septembre 2014, Matthew décide d'aller prendre un verre au pub PJ's avec des amis. Le pub PJ's, c'est situé dans son quartier, pas trop loin de chez lui, au 6810 rue Saint-Jacques, pour être précise. On est toujours à Montréal. Il y a une partie de football ce soir-là. Alors, Matthew décide d'aller la regarder en buvant une bière au pub avec quelques amis. Il en profitera aussi pour parler d'un contrat de déneigement avec un ami contracteur en prévision de l'hiver qui s'en vient. Il promet à Sarah, son amoureuse, qu'il ne reviendra pas trop tard. La petite est malade en plus, alors il assure à son amoureuse qu'il va rentrer vite pour l'aider à s'occuper d'elle. Une fois au bar, tout se passe absolument normalement, jusqu'à ce qu'arrive 21h30. À ce moment-là, Matthew reçoit vraisemblablement un texto. Selon les amis qui l'accompagnent, Cos regarde son cellulaire, se lève et enfile son manteau. Il informe ses amis qu'il va être de retour dans une vingtaine de minutes, sans dire quoi que ce soit de plus précis. Selon les témoins, il laisse même son portefeuille sur la table. Matthew se lève et quitte le pub pendant que ses amis retournent à la télé, probablement pas mal plus intéressés par la partie de football que par le départ précipité de leur ami. Et c'est ainsi, aussi bêtement et facilement que ça, Annie, qu'on a perdu la trace de Matthew Koustra. Parce que tu me vois venir, Matthew, il n'est pas revenu 20 minutes plus tard comme prévu. En fait, plus personne ne l'a jamais revu depuis ce moment-là. Pourtant, à 21h57, très précisément, l'ami qui devait ramener Matthew chez lui l'a texté pour lui demander ce qu'il faisait. Matthew lui aurait répondu qu'il y en avait encore pour quelques minutes. Puis ça, ça résume la dernière fois que qui que ce soit a eu signe de vie de Matthew. Un peu plus tard ce soir-là, Sarah, inquiète, texte Janice, la mère de Matthew, pour lui dire qu'il n'est jamais rentré comme prévu. La mère, qui est très, très, très proche de son fils unique, même si elle habite à Vancouver, raconte au Montreal Blog qu'elle a laissé tomber le téléphone par terre. Je la cite. « Je sais pas comment j'ai su, mais j'ai su à ce moment-là que je ne reverrai jamais mon fils. » Oh, mon Dieu! Elle savait très bien que c'était absolument pas le genre de Matthew de s'absenter sans avertir Sarah, puis que jamais il lui aurait fait un coup pareil alors que sa petite était malade. Bref, très vite, l'entourage proche de Matthew sait que ce qui se passe, c'est vraiment pas normal. Annie, quand je te dis que j'ai dû m'abreuver aux pages Facebook des proches, aux blogs de médias alternatifs ou aux quelques rares articles de journaux qui effleurent cette disparition-là, je te niaise pas. Il n'y a rien, aucune revue de presse, rien qui puisse me donner une idée sur comment les premiers jours post-disparition se sont passés. Sur comment les autorités ont réagi sur l'enquête, j'ai rien, je n'ai absolument rien. Tout ce que je peux te dire, c'est que Janice, la mère de Matthew, a fait parvenir un échantillon d'ADN pour que les autorités l'aient au dossier s'ils ont besoin d'un comparatif, et c'est tout. Pour le reste, c'est comme si ce cas-là n'avait jamais existé. Mais voyons!
Ce dont je peux te parler, par contre, c'est du contexte, parce qu'ici, il joue un rôle vraiment, vraiment important dans la suite de l'histoire. Et ce contexte-là, il n'apparaît nulle part dans les rares parutions qui soulèvent son étrange disparition en 2014. En fait, j'en retrouve peut-être l'ombre d'un indice dans La Voix de l'Est qui écrit 3 lignes sur ce mystérieux cas de Montréal. Je te laisse nous lire la conclusion du paragraphe. Oui. Selon diverses sources, Matthew serait lié au crime organisé irlandais. Pardon? Ah. Irlandais. Hey, j'étais vraiment confuse quand je suis tombée là-dessus. J'étais sciée même. D'où ça sort, ça? Il va falloir que je tombe sur le fameux article de fond de la journaliste Katina Goulakos, paru sur la plateforme du Montreal Blog, pour comprendre un peu plus d'où cette affirmation pouvait bien venir puis ce qu'elle voulait dire. D'emblée, la journaliste raconte en introduction que suite à un article qu'elle a fait paraître le mois précédent, qui survolait 12 histoires de disparition à Montréal, la mère de Matthew l'a contacté après avoir vu son fils dans la liste. C'est donc le résultat d'un long entretien entre les 2 femmes qu'on peut lire. Puis les informations qu'on y apprend sont, disons, pour le moins éclairantes. Ce qu'on apprend, c'est qu'à sa mort, la grande-tante de Matthew lui aurait légué une bonne somme d'argent. On ne spécifie pas combien, mais j'en comprends que c'est un montant assez important. Janice, la mère de Matthew, raconte alors à la journaliste que son fils, un candide et confiant jeune Matthew de 26 ans, toujours optimiste puis un peu imprudent, mettons, aurait investi cette somme-là dans un bar, en devenant ainsi le fier et heureux copropriétaire. Bon, jusqu'ici, rien de trop choquant. Le hic, c'est que cette transaction-là, elle se serait faite d'un simple accord verbal. Un bon vieux handshake deal, sans signature, sans acte notarié, rien. Franchement. Janice prétend qu'elle avait vraiment fait savoir à Matthew à ce moment-là que c'était absolument imprudent de faire une telle transaction, qu'il fallait à tout le moins garder une trace sur papier, quelque chose. Mais ça. Ouais, mais Matthew lui aurait répété de pas s'en faire, qu'il fallait plutôt célébrer la nouvelle, et que c'était tout qu'un accomplissement d'être copropriétaire d'un bar à 26 ans, puis que dès qu'elle viendrait faire son tour à Montréal, il allait l'amener boire un verre dans son établissement. Sauf que, à peine quelques semaines après ce deal-là, Matthew a dû vivre une des pires humiliations de sa vie quand il s'est fait interdire l'accès à ce fameux bar dont il se croyait copropriétaire. Oui, Annie, Matthew s'est fait dire de ne plus jamais se pointer là. En d'autres termes, là, ils ont juste pris son cash avant de lui faire savoir qu'il avait plus intérêt à se présenter dans les parages. Jamais. Évidemment que Matthew et sa mère étaient foudrages. Il avait beau être un gentil garçon candide, là, mettons qu'il n'allait jamais lâcher le morceau. Puis sa mère met beaucoup, beaucoup d'emphase là-dessus. Il allait jamais lâcher le morceau. Mais tu fais quoi dans ce temps-là, Annie? Tu peux quand même pas aller à la police, là. T'as pas de signature, t'as aucune preuve. Tu peux pas dénoncer ce vol-là. Moi, en lisant ça, en tout cas, j'étais estomaquée. Premièrement, de la décision de Matthew de mettre une énorme somme dans un investissement aussi peu fiable, mais aussi de l'évidente connexion avec sa disparition, non? Je veux dire, quand je te disais là, qu'il nous manquait une grosse pièce de contexte, là, mettons que ça allume beaucoup de lumière sur l'affaire, soudainement. Surtout que tu dis qu'il ne veut pas lâcher le morceau. C'est ici que l'affaire se complexifie un peu parce que, moi, là, j'ai eu envie de creuser ça, voyons. Sauf que le bar en question, il n'est pas nommé dans l'article. Alors, j'ai fait quelques recherches sur Google avec le nom de Matthew et quelques mots-clés et j'ai fini par le trouver, le nom de ce fameux bar. Le Liquid Lounge. S'en est suivi une descente vertigineuse dans un rabbit hole infini qui m'a appris beaucoup, peut-être même trop, sur cet endroit pour le moins turbulent. Le Liquid Lounge était situé dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, au 5028 rue Sherbrooke-Ouest, Montréal. Et disons que c'est pas trop long que tu saisis l'énergie de l'endroit avec une très simple recherche Internet. Voici quelques titres d'articles de journaux qui sont apparus en premier. Mettons quand j'ai tapé Liquid Lounge Montréal dans Google pour te donner un exemple. Peux-tu me les lire, Annie? Oui. Liquid Lounge won't be coming back. Le Liquid Lounge ne reviendra pas. Men shot in an NDG bar. On tire sur un homme dans un bar de NDG, Notre-Dame-de-Grâce. Tentative de meurtre dans un bar de Westmount. Arson at bar on Sherbrooke.
Incendie criminel, ça? Oui, Dans un exact. bar sur Sherbrooke. OK. Bref, tu comprends, Annie, que le Liquid Lounge, c'est pas un petit bar de quartier de type microbrasserie tranquille et chaleureuse, là. Hein? Porté à aller prendre un petit verre là. Non, c'est ça. C'est un club de nuit achalandé et apparemment pas nécessairement fréquenté par une clientèle très zen ou très recommandable. J'ai fouillé encore un peu plus et je suis tombée sur la documentation légale. En fait, la décision officielle de la Régie des alcools, des courses et des jeux qui, tu comprends bien, Annie, a eu plusieurs plaintes des autorités qui demandaient de faire fermer l'endroit une bonne fois pour toutes. Sous toute réserve, et j'insiste là-dessus, je ne parle qu'en mon propre nom et j'en tire mes propres conclusions. Mais j'ai comme eu un irrésistible besoin d'essayer de comprendre cette histoire-là de Liquid Lounge par rapport à la timeline de Matthew, OK? Ce qu'on apprend dans ce document-là, qui est d'ordre public, aussi facilement accessible là, sur le web d'ailleurs, c'est que le permis du Liquid Lounge est délivré en 2003, mais il change de propriétaire en octobre 2013. Le nom de ce propriétaire est dans le document. Mais bon, mettons ici, pour des raisons de confidentialité, je vais l'appeler Monsieur T. Donc, Monsieur T devient propriétaire en octobre 2013. Si on veut situer Matthew là-dedans, je te rappelle, Annie, qu'il est disparu en septembre 2014, donc 1 an plus tard. Est-ce qu'on peut présumer raisonnablement que c'est à Monsieur T que Matthew a donné son investissement en croyant de bonne foi devenir copropriétaire du Liquid Lounge? Ça me semble logique. Oui, il ne faut pas être enquêteur chevronné là, pour faire le lien. C'est sûr. Là, je suis consciente qu'il me manque peut-être des gros morceaux ici. Là. Par exemple, est-ce que Monsieur T, c'est juste une marionnette dans l'histoire? Est-ce que c'est un prêtre? Non, tout est possible. J'extrapole. Mais vite comme ça, là, le timing est bon. Bref, je continue avec les informations du document. On apprend qu'en 2 ans, soit de octobre 2013 à octobre 2015, la date de l'audience, une impressionnante série d'événements se sont déroulés au Liquid Lounge. Je pense que je vais t'en faire la liste là, juste pour que tu comprennes l'ampleur de l'affaire. Mai 2014, un incendie criminel. Février 2015, un client du bar est dérobé et battu par 3 hommes. Mars 2015, tentative de meurtre sur un client de la terrasse et coup de feu tiré en direction de l'établissement. En août 2015, une tentative de meurtre sur le barman. On lui tire dans les jambes. Oui. On note aussi que durant des visites, les policiers trouvent la drogue sur le plancher, qu'il y a eu d'innombrables plaintes pour bruit, pour bataille, et que, accessoirement, 2 fois, des bouteilles d'alcool contenant des insectes ont été saisies. Ben voyons donc! Pour toutes ces raisons-là, mais évidemment, surtout parce que clairement, l'établissement n'est pas un endroit où on peut garantir la sécurité des clients, le permis n'est pas simplement suspendu, mais il est révoqué. De sorte que même si un nouvel administrateur voulait s'y installer pour y démarrer une nouvelle entreprise, il lui serait interdit d'avoir un permis d'alcool et de jeux de loterie avant au moins 6 mois. Oh. Pourquoi? Parce que selon les régisseurs, vu la forte montée de la violence dans le quartier, peu importe que ce soit le Liquid Lounge ou un autre commerce semblable, le même genre de clientèle risque de s'y rassembler aussi. Je te laisse nous lire ce qu'on retrouve en conclusion dans le jugement. Monsieur T est une personne honnête et il n'est certainement pas impliqué dans les incidents du 18 mars et du 28 août 2015. Il n'en demeure pas moins qu'il est dépassé par ces événements de violence. Il a d'ailleurs décidé de fermer l'établissement précisément pour ne pas mettre en péril la sécurité de son personnel et de ses clients. Il ne veut plus l'exploiter et espère pouvoir le vendre. Donc, Monsieur T, une simple victime des événements? Bref, c'est donc en octobre 2015, presque 1 an après la disparition de Matthew, que le bar dans lequel il a investi tout son héritage a définitivement fermé ses portes après 2 ans d'administration par Monsieur T. Bon, inquiétez-vous pas, là, c'est sûr que j'ai rien découvert ici. Là. C'est pas moi qui va faire la lumière sur ce qui est arrivé à Matthew et comment. Mais sa mère le dit elle-même dans l'article du Montreal Blog. Elle est absolument certaine que la disparition de Matthew est reliée à cette transaction-là. Oui. D'après elle, Matthew ne lâchait pas le morceau et les personnes concernées en ont juste eu assez de l'avoir dans les pattes. Son hypothèse? C'est que ce soir-là, le soir du 4 septembre 2014, au pub PJ's, Matthew a dû recevoir un texto qui était relié à cette histoire-là. Est-ce qu'on peut s'imaginer, mettons, que la personne impliquée dans l'affaire l'a leurré en dehors du bar en lui disant qu'il allait récupérer son argent?
On se souvient qu'il a dit à ses amis qu'il en avait pour une vingtaine de minutes et qu'apparemment, il n'a même pas pris la peine de prendre son portefeuille sur la table. Est-ce que quelqu'un venait le rejoindre en voiture? Si on se souvient bien, on a mentionné plutôt qu'un ami devait venir le reconduire chez lui. Fait qu'il était à pied, logiquement. Ouais. J'ai consulté de quoi avait l'air le pub PJ's. Lui aussi est fermé maintenant, mais surtout, j'avais envie de planter le décor de cette soirée-là. Annie, on est loin du quartier grouillant et foisonnant qu'on s'imagine quand on pense à un pub, là. Regarde, je te montre la photo. C'est presque au beau milieu d'un quartier industriel, là, sur un tronçon de la rue Saint-Jacques, très, très large, à 4 voies. Bref, disons là qu'un... Ben, c'est parce que vite comme ça, j'étais certaine que c'était une photo d'un dealer de char. Ah, bon, Je te tu vois. jure, c'est une bâtisse grise avec des fenêtres, puis il manque juste un vendeur. Là. Ben, exactement. Là. Disons qu'à 21h, un jeudi soir, presque automnal, là, ça devait être assez désert. Mais, Et c'est donc dans ces circonstances-là qu'on perd la trace de Matthew et de son cellulaire aussi, d'ailleurs. Impossible de savoir quoi que ce soit au sujet de l'enquête. Anyway, comme je te disais, ce cas-là existe juste pas dans les médias francophones du Québec. 1 an après sa disparition, Janice, la mère de Matthew, en profite pour écrire un long message sur Facebook. Elle y confie, entre autres, qu'elle ne veut pas perdre de temps à penser aux personnes terribles qui lui ont enlevé son fils et qu'elle ira le rejoindre un jour au ciel. On comprend donc, Annie, là, que pour Janice, il n'y a pas vraiment de doute. Son fils est mort. Elle a fait son deuil. Une certitude qui va s'accentuer encore plus 2 mois plus tard quand, le 30 novembre 2015, on trouve un corps entre la rue Saint-Jacques et la rue Pullman, au pied d'une falaise dans une espèce de terre-plein boisé. Et cet endroit-là, Annie, il est à 750 mètres du pub PJ's. Et ce qu'on y retrouve, ce sont les ossements d'un homme. On rapporte d'ailleurs à ce moment-là qu'aucun signe de violence est perceptible pour le moment. Est-ce que cet homme est tombé de la falaise accidentellement? Officiel que tout le monde est certain que Matthew vient d'être retrouvé. Le Journal de Montréal en fait même un article qu'il titre « Le corps de son fils peut être retrouvé 1 an après sa disparition ». Les policiers se servent de l'ADN de Janice, la mère de Matthew, pour effectuer des tests. La réponse arrive peu de temps après. Il ne s'agit pas de Matthew. Retour à la case départ. Va s'écouler un autre 5 ans avant que, tiens-toi bien, d'autres ossements humains soient découverts en 2020, cette fois le long du chemin de fer de la rue Saint-Jacques, toujours non loin du boulevard Cavendish, encore très proche du fameux pub PJ's. C'est sur la page Facebook Hommage que Janice annonce qu'encore une fois, ils vont se servir de son ADN pour confirmer si les restes sont ceux de son fils. Elle va annoncer 2 jours plus tard qu'elle aura à faire preuve d'une très grande patience. À cause de la COVID, les examens risquent de prendre des semaines, sinon des mois, parce que l'anthropologiste judiciaire ne peut pas se déplacer. Ils feront entre-temps des tests de dentition sur les restes trouvés. J'ai pas trouvé ni sur Facebook ni dans le web d'autres mentions sur ce corps-là. J'en déduis qu'il s'agissait probablement pas de Matthew non plus. Est-ce que ça se pourrait que les résultats ne soient pas encore disponibles, Michel? Après 2 ans, là, je serais quand même vraiment étonnée. Je connais pas assez ça, mais... Pour le reste, Annie, je m'en tiens à ce que j'ai pu lire sur cette fameuse page où les amis passent une fois de temps en temps déposer une photo de leur chère Cosse, du temps qu'ils jouaient au hockey ou allaient à l'école. Janice publie régulièrement des mots d'amour ou des prières pour son fils unique qui lui manque terriblement. Je pense à sa petite fille, qui doit avoir autour de 10 ans maintenant, à son amoureuse qui a dû affronter cette épreuve-là tous les jours depuis ce fameux soir de septembre, où une petite game de football entre amis s'est transformée en éternité. Pour la famille puis l'entourage, mais aussi pour Matthew, là, qui a dû partir sans avoir la chance de dire au revoir à qui que ce soit. C'est un cauchemar qui se perpétue chaque jour depuis 2014. Ce qui me tracasse dans toute cette histoire-là, moi, là, c'est surtout de comprendre comment un si jeune garçon qui avait l'air posé puis à ses affaires a non seulement pris cette décision fatale-là d'investir dans un bar à problème, mais surtout, comment est-ce qu'il en est venu à cette décision-là puis pourquoi il connaissait ces gens-là? Je peux te garantir, Annie, que je garde l'œil sur cette histoire-là puis que je vais te tenir au courant des développements quand il y en aura. Parce que je le sais qu'il y en aura. Un jour, ça va devenir trop lourd et quelqu'un va parler. Quelqu'un finit toujours par parler. Si vous avez la moindre information sur ce qui a pu arriver à Matthew Koustra, vous pouvez contacter Infocrime Montréal de façon anonyme au 514-393-1133.
Captive est enregistré au studio Madame Wood à Montréal. Une idée originale de Annie Lorrain et Michel Ouellette. Montage et habillage sonore, Vincent Blain. Thème musical, L'Indice.